Comme vous le savez, on trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires. Ce type de roche contient rarement des éléments radioactifs. Aussi faut-il dater les fossiles par les strates dans lesquelles on les trouve. Or, nous savons à présent que des expériences très récentes montrent que les strates des roches ne donnent aucune indication sur l'âge. D'autres types de roches, telles que les cristallines, qui ne contiennent pas de fossiles, et la lave, renferment parfois des éléments radioactifs. On utilise ces isotopes pour les dater. Pourriez-vous expliquer simplement comment on date une roche avec un isotope radioactif? Oui, prenons un élément radioactif tel que l'uranium. Cet élément se désintègre très lentement en élément non radioactif, le plomb. On peut mesurer en laboratoire le taux de désintégration. En comparant donc ce qui reste d'uranium dans la roche avec la quantité de plomb formée par désintégration et en connaissant le taux de désintégration, on peut calculer le temps nécessaire à la formation du plomb. Si donc la moitié de l'uranium s'est désintégrée en plomb, en connaissant le temps nécessaire à l'uranium pour se transformer en plomb, on peut déterminer l'âge de la roche. C'est du moins la théorie. Pourquoi dites-vous théorie? Si c'est un procédé qu'on peut observer et mesurer, c'est donc un fait scientifique. Pas du tout. Regardez un peu ce diagramme. Vous voyez un certain nombre de particules d'uranium colorées en orange et quelques particules de plomb colorées en bleu. Ici, nous devons envisager trois hypothèses principales. La première, que toutes les particules de plomb étaient à l'origine des particules d'uranium. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y avait pas déjà quelques particules de plomb dans la roche à sa formation. Car il existe dans les roches beaucoup de plomb naturel qui ne provient pas de l'uranium. Vraiment? Oui, prenons le cas extrême inverse. Si à l'origine cette roche contenait de l'uranium radioactif et pas de plomb, alors le plomb qui apparaîtrait par désintégration de l'uranium permettrait une mesure assez exacte de l'âge de la roche. Mais il faut admettre un cas plus vraisemblable, c'est qu'il y avait un peu de plomb lors de la formation de la roche, aussi son âge est-il moindre que celui qu'on mesure. Il y a aussi le problème des fuites dues à la solubilité. Cela peut-il arriver? Bien sûr. Les sels d'uranium et d'autres éléments radioactifs sont parfaitement capables de se dissoudre dans l'eau et quittent donc l'échantillon. Si donc une roche a été immergée quelque temps, par exemple en période d'inondation, une partie de l'uranium peut avoir été entraînée. L'âge attribué à cette roche par les mesures serait donc plus grand qu'en réalité. Mais il existe sûrement d'autres éléments radioactifs, plus fiables que l'uranium. Eh bien, il y a aussi d'autres éléments radioactifs tels que le thorium, le strontium et le rubidium, ainsi que le potassium. Mais on ne peut s'y fier davantage qu'à l'uranium. Les sels de ces éléments sont encore plus solubles que ceux de l'uranium. Une inondation affectant toute la Terre aurait donc pu fausser toutes ces méthodes? Absolument. Tenez, je vais vous donner un exemple de l'effet de l'eau sur la datation radioactive. Il y a moins de 200 ans a eu lieu l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Un morceau de lave de cette éruption, qui avait séjourné dans l'eau, a été daté récemment par la méthode du potassium-argon. On aurait dû obtenir une datation d'environ 200 ans. Or, on trouva 22 millions d'années. À coup sûr, des sels de potassium, qui sont hautement solubles dans l'eau, se sont échappés de l'échantillon, lui donnant un aspect très âgé. On attribua à d'autres fragments de lave provenant du volcan Hualalai et formés en 1801, des âges variant entre 160 et 3000 millions d'années. La situation va donc de mal en pis. Il y a encore un autre présupposé dans la datation radiométrique. C'est que le taux de désintégration serait resté constant et n'aurait jamais varié dans le passé. Pourtant, beaucoup de facteurs ont dû
Ainsi, la production de neutrinos par le rayonnement cosmique a pu être augmentée à la suite d'un renversement du champ magnétique terrestre ou de l'explosion d'une supernova. La science a déclaré que ces événements ont eu lieu dans le passé. Ils ont pu avoir un effet certain sur le taux de désintégration radioactive. Si l'on ne peut se fier à la datation radiométrique, de quels autres moyens dispose-t-on? De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. Si par exemple la diminution du champ magnétique terrestre avec le temps s'avère un fait clairement établi, cela tendrait à prouver que la Terre est jeune plutôt que vieille. De même, la question de la poussière cosmique provenant de l'espace intersidéral, qui tombe en quantité régulière sur la Lune et sur la Terre. On a réussi à calculer cette quantité. Du fait que la Lune ne connaît aucune érosion due au vent ou à l'eau, la poussière cosmique a dû simplement s'empiler. Selon la datation radiométrique, Lune et Terre auraient 4,5 milliards d'années. Donc la quantité de poussière cosmique déposée sur la Lune devrait atteindre plusieurs mètres de haut. Or, quand les astronautes se posèrent à sa surface, ils furent étonnés de n'y découvrir que quelques centimètres de poussière, une épaisseur qui a pu se déposer en quelques 10 000 ans. Une dernière question, professeur. À votre avis, à quand remonterait environ le Big Bang? L'hypothèse du Big Bang a été formulée pour soutenir la théorie de l'évolution. Sans théorie de l'évolution, pas de Big Bang. Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Gertich de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'université de Torun, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. Y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provient d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde
où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration.